Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Donc, pour cette dernière présentation de la journée, qui donc est la troisième présentation de cette session sur la gouvernance. Donc, ce qui va se passer pour l'instant, c'est qu'on va faire cette présentation et ensuite les questions pour les trois sessions à la fois. Donc, on va changer un petit peu l'ordre pour cette session. Nina Singh, qui est inspecteur général de la police du Rajasthan, ce qui signifie qu'elle a un grade important dans la police du Rajasthan, avec qui le Poverty Action Lab a une relation depuis plusieurs années, qui a abouti très récemment dans ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, on va faire les choses dans l'ordre opposé à des autres présentations, c'est-à-dire Nina va parler en premier pour expliquer d'où vient ce projet, comment cette collaboration a démarré, quelle est la nature du projet, et ensuite je vais discuter l'évaluation et les résultats. Merci Esther, et bonsoir à tous et à toutes. Les officiers de police en général sont de mauvais orateurs, donc je vous demande d'être clément avec moi. Je vais donc vous parler du point de vue du praticien de la performance des forces de police et de la perception du public. C'est le travail que nous avons réalisé avec le laboratoire du MIT. Mais avant, je voudrais remercier toute l'équipe de GEPAL qui nous ont constamment soutenus et guidés pour réussir à faire accepter ce projet. Donc, le premier objectif était d'évaluer le projet de réforme de la police en Inde. Il s'agissait d'un projet sur 3 ans entre la police de l'État du Rajasthan et le MIT aux États-Unis. L'objectif était d'améliorer les performances des forces de police, d'améliorer la perception du public et de rassembler des informations objectives. Nous avons évalué 4 initiatives de réforme évaluées au niveau de 150 postes de police et dans 11 districts au Rajasthan. Nous avons vu des aspects tels que les postes, la rotation des devoirs et des journées de congé et la formation. Je reviendrai sur les détails dans ma présentation. Donc, l'État du Rajasthan, où ça se situe en Inde, est bien en violet, à la frontière du Pakistan, en haut à gauche du pays. Ici, pour vous montrer où sont les districts qui ont été choisis pour participer à ce projet. Nous avons donc sélectionné 11 districts qui sont colorés en rouge et qui étaient une combinaison de postes de police dans des zones rurales et dans des zones urbanisées. Quelques faits sur le Rajasthan. Le Rajasthan est le plus grand État en termes de superficie en Inde. La population représente 69,7 millions d'habitants. Nous avons 342 000 mètres carrés de superficie. Nous avons 72 000 officiers de police dans l'État et nous disposons de 741 postes de police. Le rôle de la police dans le monde est quelque chose de très complexe. En Inde, c'est quelque chose d'unique à cause de l'histoire des forces de police, à cause de l'histoire du pays, à cause de la matrice sociologique du pays et également à cause de la
taille, en point de vue géographique, la taille du pays. Donc tous ces pays posent des défis tout à fait uniques que j'ai essayé de regrouper en 3 catégories de problèmes. Les défis systémiques, donc les défaillances du système de justice criminelle, ce qui sous-entend les différents types les lois locales, ce qui se traduit par un faible taux de condamnation. Nous avons également des interférences politiques dans le système. Il y a un manque d'implication des communautés à cause de l'héritage britannique qui a pour conséquence que la police est séparée de la société dans son ensemble. Ensuite, nous avons des défis d'organisation, contraintes budgétaires, manque de personnel de police. Comme vous l'avez vu, nous avons 70 millions d'habitants et 72 000 officiers de police. Nous avons les postes qui sont affectés de manière arbitraire avec des transferts et des mutations fréquentes et donc un manque de motivation dans les forces. Et puis il y a le problème de comportement des forces de police, il y a un manque de confiance entre la police et le public, il y a une perception négative des forces de police et il y a une approche réactive sans qu'il y ait d'emphase mise sur les résolutions de problèmes. Donc, voici quelques manifestations de tous ces facteurs et qui se traduisent par une mauvaise image des forces de police au sein de la population. En général, les citoyens voient la police comme des gens peu amicaux, comme des gens qui s'en moquent de l'homme de la rue, qui sont paresseux, qui ne sont incapables ou qui n'ont pas la volonté de faire leur travail. Et les policiers eux-mêmes sont peu satisfaits parce qu'ils sentent qu'ils ont trop de travail, qu'ils ne sont pas appréciés, qu'ils sont victimes de manipulations politiques et qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir faire leur travail. Ce n'est pas la première fois que de telles initiatives de réforme ont eu lieu en Inde. On a vu d'autres exemples de réforme du système de police avec des commissions créées par le gouvernement indien qui devaient travailler à la réforme du système de police, mais les conclusions étaient en général très larges et n'étaient jamais mises en œuvre. Par ailleurs, il y a eu quelques initiatives locales, mais qui n'ont jamais été évaluées de manière rigoureuse. Et on ne savait pas si elles étaient pragmatiques, efficaces et si elles étaient en mesure d'apporter des résultats à court terme. Pourquoi est-ce que nous sommes allés à la rencontre du laboratoire J-PAL du MIT? Eh bien, ça, c'est la bonne question. En Inde, la police est le sujet qui fait le moins l'objet de recherche. Et la plupart des politiques pour la réforme des forces de police se basaient sur des perceptions. Donc, pour notre part, nous voulions mettre au point un projet qui nous permette d'obtenir des résultats tangibles, des données crédibles, qui nous permettent d'élaborer une politique une politique de réforme. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Duflo lorsque j'ai pris des cours au MIT et cette interaction était très intéressante. Et donc, suite à cette rencontre, nous avons commencé à parler d'un travail sur les réformes de police. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte, nous en Inde, de notre côté, que nous avions besoin de véritables données. Et c'est là que le nom du professeur Duflo m'est revenu à l'esprit. Par ailleurs, le professeur Duflo avait montré son intérêt et elle s'était très engagée. Donc il était très facile pour moi que de convaincre mon patron qu'il fallait aller de l'avant avec le laboratoire J-PAL du MIT parce que le MIT a la réputation a une très bonne réputation avec cette méthodologie d'évaluation tout à fait unique et ils ont également beaucoup travaillé au Rajasthan et en Inde en général. Donc, ils sont venus sans aucun bagage de perception pour ou contre la police et nous, les praticiens, nous
nous avions une perception de ce qu'il nous fallait comme réforme politique. Donc nous avons constitué un partenariat tout à fait unique et avec le laboratoire JPAL du MIT et les forces de police du Rajasthan, nous avons mis en place ce partenariat, le premier de la sorte en Inde. Donc nous nous sommes mis autour d'une table et nous avons discuté de là où nous pouvions travailler ensemble. Parce que la police, c'est quelque chose de très vaste et il y a tellement de choses qui nécessitent notre attention, tellement de problèmes qui doivent être réglés. Mais nous voulions choisir les domaines qui pouvaient nous apporter des résultats immédiats. Donc voici les domaines sur lesquels nous avons décidé de travailler dans le cadre de notre programme d'intervention. Donc d'abord, les partenariats police-public. Certaines initiatives avaient déjà été mises en œuvre par le police du Rajasthan, notamment au niveau du contact avec les communautés et la mise en place de stratégies anticriminalité. Notre stratégie consistait à sélectionner un ensemble d'interventions, développer une stratégie d'évaluation, mesurer l'impact des interventions, sélectionner un petit groupe d'officiers pour gérer tout ce qui précède, adopter l'intervention en fonction adopter les interventions et avoir une analyse coût-efficacité. Donc nous avons mené une étude pilote en septembre 2005. Nous avons rassemblé le personnel de police, les magistrats, les médias et les citoyens de toutes les catégories sociales et même des gens provenant des bidonvilles. Et nous avons identifié ensemble les réformes potentielles. Puis ensuite, nous avons mis en place un projet pilote pour voir comment pouvaient être mises en place ces réformes. Les résultats de cette enquête pilote nous ont montré que la perception du public, que le public a de la police ne reflète pas toujours la réalité sur le terrain. Les policiers sont souvent vus comme étant corrompus, paresseux, incompétents. Et pour ce qui est de la perception des policiers par eux-mêmes, il y avait du positif et du négatif. Souvent, ils se voyaient du côté positif comme des gens disciplinés, bien dans leur travail et avec des taux d'arrestation élevés, mais ils se voyaient également sujets et susceptibles d'être manipulés politiquement. Donc nous avons décidé de continuer à travailler sur des interventions potentielles dans 11 stations de police, dans 3 districts, pour voir si ces interventions étaient faisables ou pas. Puis nous avons collecté le feedback de la part des personnels de police qui étaient ceux qui mettaient en œuvre. Et ensuite, nous avons pris les décisions quant aux dernières initiatives de réforme. Pour ce qui est des critères de sélection, nous avons gardé à l'esprit un critère clé, à savoir que les réformes devaient être peu onéreuses et faciles à mettre en œuvre dans les postes de police. Il fallait qu'elles soient capables de générer des faits qui nous permettraient d'avancer et d'avoir le succès. Les interventions devaient pouvoir ensuite être déployées dans tout l'État du Rajasthan. Donc, nous avons sélectionné différentes interventions. Tout d'abord, la stabilité du poste, le respect des jours de congé, l'introduction d'observateurs de la communauté dans les postes de police et la formation aux techniques d'enquête et aux compétences humaines. Ces différentes interventions ont été modifiées au fur et à mesure que nous les avons mises en œuvre sur la base de feedback que nous avons obtenu dans le cadre de l'étude pilote auprès des différents personnels de police. Donc, la première intervention, c'était la stabilité du poste. Dans un premier temps, toutes les mutations ont été gelées pour une période de 2 ans, sauf en cas de mauvaise conduite ou pour les commissaires qui étaient en poste depuis plus de 200 ans dans le même commissariat. Le but était d'augmenter la transparence, de réduire les interférences qui n'avaient pas lieu d'être et les manœuvres pour obtenir tel ou tel poste, parce qu'il y a des postes qui sont meilleurs que d'autres. Donc, il était quelquefois facile pour un commissaire d'attribuer un poste intéressant à ses petits préférés et d'envoyer ceux qu'il n'aimait pas trop sur des postes difficiles. Ensuite, deuxième objectif, augmenter la durée d'un poste pour que les policiers connaissent mieux les quartiers dans lesquels ils travaillent, pour qu'ils puissent mieux s'impliquer.
Le bureau du directeur général de la police, qui est donc le chef de la police au niveau de l'État, a fait parvenir des instructions dans ce sens dans les districts sélectionnés, et les mutations ne pouvaient se produire que dans les cas très spécifiques, d'abord de mauvaise conduite ou de plaintes sérieuses, et sur autorisation du superintendant de la police dans le district en question. Il fallait évidemment ces instructions pour que le projet soit réalisable. La deuxième intervention, c'était les jours de congé et l'organisation du travail. Les responsables des postes de police ont tous les personnels, sauf le commissaire, avaient un jour de congé toutes les semaines, et toutes les missions étaient ensuite réparties entre les différents personnels telles que prévues dans le cadre d'un programme, et les durées de poste pouvaient varier en fonction des besoins locaux. Cela avait pour but d'augmenter la productivité, notamment. Et voici les détails qui vous montre comment les chefs, les directeurs du commissariat ont assuré la présence des forces de police sur le terrain. Donc ensuite, nous avons reçu du feedback de la part de ces services du personnel au niveau des commissariats, et nous nous sommes rendus compte qu'il était quelquefois difficile de mettre en place ces registres du personnel. Donc nous avons dit qu'il fallait que tout le personnel de police puisse avoir un jour de congé à condition d'avoir travaillé 8 jours d'affilée. Donc voilà un petit peu les rotations au commissariat. Vous avez le nom de l'officier de police, leurs tâches, et on ne le fait plus de façon hebdomadaire, mais maintenant le programme est mensuel, parce qu'on nous a dit tout simplement dans le feedback que c'était plus facile à gérer. Pour ce qui est de l'introduction des observateurs de la communauté dans les commissariats, c'est une des mesures que nous avons introduites récemment dans les postes de police au Rajasthan. Nous avons choisi plus d'une centaine de membres de la communauté qui ont visité les postes de police et qui se rendaient au poste de police au minimum 3 heures par jour. Et ils étaient là pour essayer de comprendre ce qu'était le travail des policiers et pour aider s'ils le souhaitaient. Les policiers pouvaient, s'ils le souhaitaient, se faire aider par les volontaires de la communauté. Après une première ronde, les observateurs, après une première ronde faite par les observateurs, le commissariat recrutait d'autres observateurs, ce qui permettait d'augmenter la prise de conscience de la réalité du travail des policiers au sein de la communauté. L'objectif était d'augmenter la prise de conscience au sein de la communauté et aussi d'améliorer le comportement des forces de police, qu'ils puissent être plus patients, etc. Voici qui étaient ces observateurs de la communauté, en général des gens ordinaires qui n'avaient pas de casier judiciaire, des gens propres. 30% étaient des femmes et ils devaient représenter toutes les classes et catégories d'âge, de caste et de classe sociale. Pour encourager la participation des femmes, nous avions dit qu'à la place d'une seule représentante femme de la communauté, il pouvait y en avoir 2 qui venaient en même temps, ce qui les a encouragés à visiter le poste de police, comprendre quel était le travail des policiers, et cela a également eu un impact sur l'aspect comportement de nos officiers de police. On demandait à ces observateurs d'être présents dans le poste de police pendant 3 heures aux heures de pointe. Les heures de pointe variaient. Par exemple, en ville, dans les commissariats de ville, les périodes de pointe, c'était de 11h à 13h, 14h, alors que dans les postes de police ruraux, c'était plutôt l'après-midi, puisque ce n'est qu'après la journée de travail que les gens prennent le train ou le bus ou le transport pour aller déposer plainte au commissariat de police. Donc, le commissariat de police décidait de l'heure de pointe en fonction du nombre de plaintes enregistrées. Et encore une fois, c'était le responsable
du poste de police qui décidait s'il voulait se faire aider par ces volontaires de la communauté. Donc, s'il le souhaitait, il pouvait demander aux volontaires de la communauté de venir donner un coup de main, de participer au travail de la police. Et les volontaires avaient le droit d'écrire des commentaires parce que les postes de police sont censés tenir des registres dans lesquels les citoyens peuvent laisser leurs commentaires. Il y avait également des boîtes à idées qui étaient à la disposition dans lesquelles les observateurs pouvaient laisser leurs commentaires négatifs. Et pour maintenir l'objectivité de l'enquête, nous avons encouragé nos observateurs d'écrire leurs commentaires d'une manière aussi libre que possible. Et la boîte à idées, la boîte à complaintes était ouverte une fois par mois par le commissaire, et le commissaire ensuite était censé mettre en place des actions pour gérer les problèmes cités. Voici comment nous avons fait la publicité de tout cela dans les postes de police. Donc, vous aviez ce poster qui devait être affiché dans les postes de police. Ici, une photographie de l'un des volontaires qui était là pour observer le travail au sein du commissariat. Au niveau des interventions, quatrième type d'intervention, la formation. Deux types d'informations. Tout d'abord, une formation pour les enquêteurs qui sont retournés à l'académie de police, qui est la première académie dans l'État, sur lesquels ils ont pris des cours de police scientifique. Et il y avait d'autres types de cours sur le développement personnel et les relations avec le public, un module de 3 jours sur la médiation, la communication, etc. Et ce cours avait été mis en œuvre par Ariane Nefes pour améliorer la formation des personnels de police et pour améliorer leurs compétences de communication avec le public, parce que c'est là que nous avons constaté que les forces de police manquaient de ces compétences de communication. Et nous avons également une formation sur le trafic de drogue et sur la criminalité. Donc, le pré-pilote de ce projet a commencé en septembre 2005. Ensuite, nous avons organisé un projet pilote dans 11 postes de police sélectionnés. Puis nous avons mis en place le projet et nous avons mené les 2 enquêtes de démarrage et de fin de projet qui s'est terminée en juillet 2008, si je ne m'abuse. Maintenant, nous en sommes à la stratégie de mise en œuvre. Donc, dans chaque district, nous avons nommé un officier contact qui était responsable de contrôler le projet et de nous fournir des rapports d'avancement d'une façon régulière. Pendant la phase de mise en œuvre, nous avons également organisé plusieurs réunions avec d'autres officiers et d'autres responsables des postes de police avec lesquels nous avons discuté de la mise en œuvre et des problèmes techniques, de façon à ce qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, que tout soit clair. Et les différents officiers gradés et le responsable ressources humaines du commissariat qui était en charge de mettre en place les modifications au niveau local, parce que nous avons 3 types de postes de police, les petits, les grands et les moyens. Et les petits n'avaient que 12 personnels en effectif, alors que les moyens en ont entre 20 et 22. Donc, quand on a une vague de mise en œuvre comme celle-là, il est difficile d'avoir simplement un mode de mise en œuvre quand on a des différences entre les différents types de commissariats. Donc, les responsables ressources humaines des commissariats avaient un petit peu de liberté, mais ils avaient également des recommandations. Par exemple, on leur disait, voilà, vous devez mettre en place une rotation et d'évacuation hebdomadaire. Dans les tout petits postes de police, ce n'était pas possible. Donc, à ce moment-là, on a adapté les choses. Et au lieu d'avoir un livre de poste hebdomadaire, c'était un livre de poste bi-hebdomadaire ou mensuel dans lequel on prévoyait les jours de repos et les jours et les jours d'astreinte. Dans tous ces postes de police, les officiers de police ont travaillé de manière étroite avec les chercheurs du MIT et
nous avons organisé des entretiens qui ont été réalisés par des intervieweurs indépendants et aussi par des chercheurs du MIT. Et au niveau de l'État, pour ma part, j'étais chargée de contrôler le projet, au niveau de l'État. Maintenant, quelles étaient les contraintes en termes de coûts? Il y a eu évidemment beaucoup de défis et de contraintes dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Tout d'abord, on a constaté un mouvement de résistance générale au changement de la part de la police, pour commencer, principalement dû au fait que certains directeurs ressources humaines dans les commissariats ont bien fait les choses, mais d'autres n'avaient aucune motivation pour le faire. Et voyez cela comme simplement un ajout à leur charge de travail. Et ça a été l'un des facteurs qui a beaucoup freiné la mise en œuvre de ce projet, bien que nous ayons tout fait pour essayer de les persuader, et en organisant des réunions régulières, en les réprimandant quand nécessaire, etc., etc. Mais on a quand même constaté un mouvement général de résistance au changement. Par ailleurs, on a constaté que du côté des officiers de police, il y avait un manque d'adhésion. Par exemple, pour cette histoire de rotation sur le poste et de jours de congé et de jours d'astreinte, ils l'ont vu comme une contrainte. Et donc, cet aspect contrainte était un autre facteur. Et c'est là ce qui a fait qu'il y avait peu d'adhésion de la part des gradés dans les forces de police, qui se disaient que peut-être il était préférable de garder les choses en l'état, et ils n'avaient absolument pas envie de changer. Donc, manque d'adhésion par le leadership politique et les autres parties prenantes. Et puis, il y a eu des facteurs externes tout à fait non prévus, par exemple l'agitation à Gujarmina, et puis il y a eu un attentat terroriste à Jaipur, et tout cela a eu un impact sur le projet. Bien entendu, on a essayé de remettre le projet sur les rails après ces incidents, mais bien entendu, c'était plus compliqué. Ensuite, nous avons dû faire face à un manque de ressources parce que nous n'avions pas sur notre budget le moyen de financer quoi que ce soit. Nous avions besoin de financement extérieur. Et tout le monde avait des attentes très élevées. Je pense que tout le monde voulait des changements rapides. Mais les gens n'avaient aucune patience, alors qu'on sait très bien que ce type de changement requiert du temps. Donc, après tout cela, eh bien, après vous avoir présenté ce projet, je vais maintenant passer la parole à ma collègue, le professeur Esther Duflo, qui n'est pas besoin de présenter. Donc, maintenant, elle va vous parler des aspects évaluation pour ce projet. Les professeurs qui viennent des États-Unis, qui viennent d'arriver le matin des États-Unis et qui viennent d'entendre un exposé en anglais ne parlent pas très bien en français, donc j'espère que vous m'excuserez. C'est mon excuse du début. Donc je pense que vous avez entendu, vous avez pris la mesure avec l'exposé de Nina de l'échelle et de l'ambition de ce projet qui, à l'échelle quasiment d'un État, puisque nous avons travaillé dans une grosse fraction des stations de police du Rajasthan. Le Rajasthan est donc la taille de la France, pour avoir une idée. Donc imaginez de travailler dans un quart des commissariats de France. Donc on ne parle pas d'un petit projet, on parle d'un gros projet en termes d'échelle et aussi en termes d'ambition, dans la mesure où c'était vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait, d'essayer de changer tellement de choses en même temps et d'en voir les effets. Et ce projet a entièrement été initié par la police, à la fois par Nina et par son supérieur, le chef de la police du Rajasthan, avec le Poverty Action Lab en support derrière, mais plutôt comme pour faciliter le changement. Donc c'est des circonstances un peu extraordinaires, mais j'espère seulement les premières d'une longue série. C'était pour donner un petit peu de contexte sur ce qu'on vient d'entendre et ce dont je vais parler. Donc la police, on l'oublie parce que quand on parle de lutte contre la pauvreté ou quand on parle de pauvreté et quand on parle de services publics liés à la pauvreté, on pense en général, à juste titre, à l'éducation, à la santé, peut-être aux boutiques qui vendent des articles à prix réduit, et on ne pense pas forcément immédiatement à la police. Or, la police est en relation très souvent avec les gens pauvres,
pas forcément une relation extrêmement... pas forcément une cohabitation très facile, comme on le verra dans un instant. Et l'ordre public et l'action de la police ont des conséquences importantes sur le bien-être des plus pauvres qui, quand ils sont victimes d'un crime, comme ils partent d'une situation où ils sont eux-mêmes beaucoup plus pauvres, être victime d'un crime sur la propriété, même un petit crime, peut être un choc bien plus considérable pour quelqu'un de pauvre que pour quelqu'un de plus riche. Donc, s'intéresser à cette question, c'est-à-dire s'intéresser à la police et à l'ordre public comme un service public fondamental, est finalement peut-être aussi important que de réfléchir à la question de la santé, de l'éducation, de l'environnement, auquel nous sommes plus habitués. Or, dans de nombreux pays, la police est largement perçue comme étant corrompue, inefficace et brutale. Nina a donné des exemples pour le Rajasthan, mais cela s'étend évidemment à d'autres pays également. Et pourtant, une réforme de la police qui toucherait les plus pauvres n'est pas considérée comme une urgence, et rarement sur le tapis. Il y a plus de discussions sur la constitution de brigades, sur la cybercriminalité en Inde ou des choses de ce type, peut-être sur le contrôle de la drogue, que sur la réforme de l'officier de police de base, dont on parle très très peu. Ce qui devrait manifester cela, c'est que le code pénal en Inde date de la période coloniale britannique, 1857. Donc on est encore plus avant que le code d'État, le code du secret d'État de 1923. Donc il n'a pas été changé depuis. Donc comme Nina l'a dit, ce travail cette présentation aujourd'hui représente 3 ans de travail conjoint avec la police, à l'initiative de la police. Nina a parlé des 4 réformes que nous avons évaluées dans 50 postes de police. Le gel des mutations, donc je vais juste les rappeler brièvement pour qu'on sache de quoi on parle. Le gel des mutations, donc où on est dans une situation où les officiers de police, qui d'ailleurs eux-mêmes sont eux-mêmes souvent pauvres et complètement dominés par une hiérarchie et par le système politique, n'ont aucune garantie de la stabilité de leur poste. Ce qui signifie qu'un officier de police peut être muté au bout de 3 mois dans un commissariat. Et les députés dont parlait Anjali dans la présentation précédente, les députés qui aiment bien que les policiers fassent le travail qui les arrange et non pas forcément le travail qui arrange l'ordre public, utilisent cette peur de la mutation comme un bâton pour pousser les gens pour pousser ces policiers à faire ce qu'ils veulent. Donc ils disent, si tu ne fermes pas les yeux sur telle ou telle action que je suis en train de commettre, je vais te faire muter. Avec le tutoiement, puisque ça fait partie de la manière dont un député s'adresse à un officier de police de base. Donc la première question, c'est est-ce qu'on peut garantir une certaine stabilité de leur poste à ces officiers, sachant que d'une part, quand on a demandé, vous verrez les données dans une seconde, le stress majeur des policiers, c'est ces mutations permanentes. Parce que ça, évidemment, du coup, ils ne savent pas où mettre leur famille. Alors soit ils les trimballent avec eux, mais quand les enfants deviennent un peu plus grands, c'est plus possible. Donc la famille est obligée d'être postée quelque part pendant qu'eux se déplacent d'un bout à l'autre du Rajasthan. Comme on a vu qu'ils n'avaient pas de jours de repos, souvent ils ne peuvent pas les voir. Donc cette idée d'être muté est vraiment un stress permanent pour eux. D'autre part, cette mutation permanente est complètement contraire avec l'idée qui est maintenant très en vogue, à la fois en Inde et ailleurs, de l'idée d'avoir en anglais on dit un beat, c'est-à-dire un bloc qui vous appartient, un endroit qu'en tant que policier vous venez vous visitez régulièrement pour connaître les gens, etc. Alors, c'est absolument impossible si les policiers sont mutés tous les 3 mois. Deuxième, donc c'est la raison pour essayer cette réforme, qui a été proposée par de nombreuses personnes avant ce projet, qui revient de manière permanente sur le tapis. On y reviendra en conclusion.
Deuxième réforme que nous voulions évoluer, donc le roulement des tâches et le jour de repos hebdomadaire. Je le disais, non seulement les officiers de police sont mutés toutes les 3 semaines, mais en plus, ils n'ont aucune garantie d'un jour de congé. Donc, ils peuvent travailler 12 heures par jour, 3 semaines d'affilée, sans un jour de congé. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément un travail très intense. Ils peuvent passer 12 heures par jour devant leur commissariat de police, mais ça rajoute quand même énormément à la fatigue, au stress et surtout au désir de ne rien faire du tout pendant qu'ils sont postés. Donc ce jour de repos paraissait important. Et le jour de repos était aussi une manière de faire passer le roulement des tâches. Donc dans les stations de police, il y a certaines tâches qui sont beaucoup plus profitables que d'autres. Et donc il y a une compétition permanente pour être aux bonnes tâches. Et c'est aussi une source de corruption, puisque, par exemple, le commissaire peut demander un paiement pour pouvoir assigner la personne à la bonne tâche, qui est par exemple une tâche où il y a une occasion de prendre des pots de vin plus facilement. Donc avec un roulement, ça enlève ce mécanisme, et nous pensions que le jour de repos permettait de faire accepter aussi ce mécanisme. Le troisième, c'est les observateurs locaux dont Nina a parlé. Et la quatrième, tout à fait classique, c'est la formation professionnelle. Il y a très peu de formation professionnelle, à la fois sur le plan technique et sur le plan ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire la capacité de médiation et aussi un petit peu de management du stress, donc yoga, méditation, etc. Alors, donc voilà, pour rappeler les réformes. Alors, comment avons-nous évalué le projet ? Donc, nous avons choisi 150 postes de police après avoir éliminé les stations qui participaient déjà à d'autres initiatives. Il y a en particulier un mouvement pour faire en sorte que certains postes de police reçoivent la certification ISO 9000. Donc, ces stations dont on ne les a pas inclus. À partir de là, on a choisi le reste au hasard. Donc, certaines stations reçoivent une des 4 interventions, d'autres stations reçoivent les 4 et d'autres aucune. Et on a aussi gardé, donc on a collecté, comme je vais vous le décrire, beaucoup de données sur toutes ces stations de police, y compris celles qui ne recevaient aucune information. Et là, on s'est dit que peut-être le fait même d'être observé, de faire partie d'un projet, pouvait changer le comportement soit des policiers, soit de la population. Donc c'est ce qu'on appelle le off-on effect, c'est-à-dire le fait même d'être observé change votre comportement. Donc pour savoir s'il y avait un off-on effect, on a aussi choisi un groupe de stations de police qu'on a observé qu'une seule fois à la toute fin, qui ne se savaient pas observer avant, qui ne savaient pas qu'ils appartenaient au projet. Donc ça permet de regarder l'effet d'être regardé, si vous voulez. Donc voilà le Rajasthan avec nos districts. Donc les stations, donc je vais vous montrer sur la carte où se sont trouvées les différentes stations de police. Donc ça, c'est la station pas de transfert, donc le gel des mutations, observateur communautaire en bleu, le jour de congé et le roulement des tâches, toutes ensemble. On a pris donc les points qui sont vert, bleu et jaune, c'est juste une de celles-là. Les rouges, c'est tout ensemble, le complete package, comme on l'a appelé, et les stations blanches, donc les stations qui servent de témoins. Donc vous voyez qu'on couvre pas tout l'État, mais des districts un petit peu partout, de caractéristiques assez différentes, et à l'intérieur de ces districts, un très grand nombre de stations. Donc pour les assistants de recherche de ces projets, ça a impliqué de nombreux voyages à travers le bel État du Rajasthan. Alors, donc on a choisi donc ces stations ont été choisies au hasard. Un autre niveau de randomisation, c'est pour les formations. Donc dans les stations qui ont reçu les formations, qui sont pas sur cette carte, parce que dans chacune de ces stations, on a en plus choisi au hasard quelle station allait recevoir les formations et quelle station allait recevoir quel niveau. Donc soit certains postes de police ont reçu 0% de... Personne n'a reçu de formation, dans certaines 25%, dans certaines 50%, dans certaines 75%, dans certaines 100%. Et l'idée d'essayer différents niveaux comme ça, c'est de tester ce qu'on appelle la théorie de l'agent de change, ce qu'on appelle la théorie de l'agent de change. Est-ce qu'il suffit de former une petite minorité de gens
en espérant que leurs connaissances vont se transmettre à leurs camarades. Donc, choisir différents niveaux d'intensité des formations nous permet de dire si ce phénomène est là ou si au contraire il y a un effet de seuil, que c'est inutile de former 25% de gens, puisque dès qu'ils vont rentrer dans leur station, ils vont se retrouver avec les influences pernicieuses de leurs camarades non formés. Une fois dans les stations entre 25% et 75%, nous avons aussi choisi au hasard qui allait à la formation. Alors, première question, donc, Nina a parlé d'un certain nombre de difficultés de mise en œuvre. En général, les difficultés de mise en œuvre sont, disons, une nuisance dans l'évaluation, donc quelque chose qu'on voudrait éviter. Bon, ici aussi, on voudrait l'éviter, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait étudier directement. C'est-à-dire savoir s'il était possible de mettre en œuvre ce type de changement, même seulement pour 2 ans et même seulement dans une partie d'un État, comme c'était à suffisamment grande échelle, nous intéressait en tant que tel. Donc nous avons mis en place une petite équipe qui est allée voir les postes de police régulièrement, donc au hasard, en leur demandant, et quand ils arrivaient dans un poste de police, ils vérifiaient le registre, ils posaient des questions aux officiers pour savoir s'ils avaient de fait reçu un poste, et ils enregistraient les mutations pour savoir si les mutations avaient été gelées comme prévu. Donc ça, c'était pour le suivi de la mise en œuvre, je vais en parler. Pour les données d'évaluation elles-mêmes, donc d'abord deux grandes enquêtes criminalité, donc 22 000 ménages, 22 773 ménages, choisis aléatoirement sur les listes électorales. Alors, il faut savoir que cette enquête criminalité, c'est une nouveauté pour l'Inde. Dans de nombreux pays, comme aux États-Unis, en Angleterre, en France, la criminalité est mesurée par des enquêtes ménages où on va demander aux gens si vous avez été victime d'un crime récemment. La plupart des pays utilisent ce qu'on appelle l'International Crime Victim Survey ou une version de ce survey. La raison pour laquelle les pays utilisent ce genre de méthode, c'est que c'est que les stations de police ne révèlent pas nécessairement... C'est que l'alternative est d'utiliser les données collectées par les stations de police elles-mêmes. Mais les stations de police elles-mêmes n'ont pas toujours intérêt à enregistrer les plaintes. Et en particulier, elles n'ont pas intérêt à enregistrer les plaintes dans un système comme l'Inde, où elles sont jugées sur le nombre de cas résolus. Donc vous avez intérêt à ne pas enregistrer une plainte, de manière à ne pas avoir un nouveau cas non résolu sur les bras. Ce qui signifie que le thermomètre, la mesure du crime, est complètement faussée potentiellement. Et donc, d'une part, c'est quelque chose qui ne convenait pas à notre étude, et d'autre part, c'est quelque chose dont nous voulions aussi prendre la mesure. Donc, nous avons fait cette enquête criminalité, la première en Inde, une au début et une à la fin. Donc, on choisit les ménages au hasard, on va les voir, on leur demande s'ils ont été victimes d'un crime, lequel, et si c'est le cas, on leur pose des questions sur ce qui s'est passé à la suite de ce crime. Autre enquête que nous avons utilisée, d'abord une enquête d'opinion publique, qui est faite dans les mêmes ménages, une interview approfondie de l'un des membres du ménage sélectionné, donc au total presque 8000 interviews, pour leur demander leur opinion sur la police et la perception du niveau local de criminalité et des changements au cours du temps. Et enfin, une enquête d'opinion au sein de la police, avant et après, pour obtenir des informations sur leur état d'esprit, l'utilisation du temps et les relations avec le public. Je ne vais pas énormément parler de cette enquête d'opinion au sein de la police, puisque malgré toutes nos protestations que ces enquêtes seraient confidentielles et que personne ne les regarderait jamais, et que vraiment ils n'étaient pas obligés de dire qu'ils étaient très contents et formidables, on a eu beaucoup de mal à faire dire aux policiers ce qu'ils pensaient vraiment de leurs conditions de travail et de leur action. Comme l'a montré Nina, ils se trouvent absolument géniaux, mais ils ont trop de travail. Donc je pense qu'ils ont utilisé un petit peu l'enquête pour envoyer un message, ce qui est très bien, mais moins utile du coup pour nous. Pour le comportement de la police, nous avons deux mesures objectives. D'une part, une revue des dossiers
Donc nous avons recruté un panel d'anciens officiers de police, officiers supérieurs de police, et nous leur avons donné des dossiers et nous leur avons demandé de vérifier et noter la qualité des investigations et la qualité de la documentation pour savoir est-ce que cette enquête a été bien menée ou pas. Et finalement, les visites pièges, c'est des enquêteurs jouent aux victimes et essayent de déposer une plainte. Donc cela permet d'établir si la police refuse d'enregistrer les plaintes, détermine si un pot de vin est demandé et détermine la politesse de la police dans ses relations avec le public. Donc ça, c'est l'ensemble de l'appareil de collection des données. Alors, je voulais aussi rajouter quelque chose là-dessus, c'est l'ouverture du département de la police du Rajasthan de nous laisser faire tout ça. En particulier de faire la revue des dossiers, d'aller dans les stations de police pour faire des visites pièges, etc. Donc ça demandait un niveau de confiance qui était évidemment là. Alors maintenant, dans les dernières 10 minutes, je vais parler des résultats. Qu'est-ce que nous avons trouvé après tous ces efforts? D'abord, décrire un petit peu les statistiques descriptives, d'où partions-nous, quel est le niveau de criminalité et l'image de la police. Ensuite, quelques statistiques sur la mise en œuvre des interventions, est-ce qu'elles ont été mises en œuvre comme nous l'espérions, et enfin leur impact. Alors, première chose, tout le monde a peur de la police, d'après les gens que nous avons interviewés. 39% des gens disent que les citoyens respectueux des lois ont peur de la police, et 46% des gens disent que les criminels ont peur de la police. Donc les gens respectueux des lois ont un peu moins peur de la police, mais pas tellement moins. Il y a quand même beaucoup de peur de la police, donc ça va être une de nos mesures. Est-ce que cette peur de la police change suite à l'intervention? Alors ça, c'est ce que pensent les gens. Que pensent les policiers? Donc les policiers se plaignent essentiellement, comme on le disait, d'heures de travail longues et d'absence de congés. C'est vraiment leur souci majeur, d'où l'intervention qui visait à leur donner un congé. Les taux de victimes, les taux de victimisation, le nombre de gens qui sont victimes d'un crime sont beaucoup plus élevés dans cette enquête que les sources officielles ne le suggèrent, ce qui n'est pas tellement étonnant étant donné la source des sources officielles. Donc d'un district à l'autre, on va de 3 à 18% de ménages qui reportent avoir été victimes d'un crime, ce qui est beaucoup plus dans l'année, ce qui est beaucoup plus élevé évidemment que ce que les statistiques officielles suggèrent. Entre 2008 et 2007, il y a eu très peu de changements. Alors, ces deux graphes montrent la corrélation entre la perception du crime. On demande aussi aux gens, est-ce que vous pensez que le crime a augmenté? Et est-ce que vous avez été victime d'un crime vous-même? Donc on peut regarder la corrélation entre les deux, et on voit que les ménages perçoivent mieux, les ménages ont une meilleure perception du crime que les enquêtes officielles. Les données, il n'y a aucune relation entre les données officielles sur le crime dans chaque district et ce que nous trouvons dans notre survey de ménage, dans notre enquête ménage. Par contre, il y a une forte corrélation entre ce que les gens pensent et ce qu'ils rapportent. Alors, que font les victimes après un crime? Eh bien, dans l'ensemble, elles ne font rien du tout. 71% des crimes ne sont jamais reportés à la police. Alors, pourquoi elles ne reportent pas les crimes? 28% disent que ce n'est pas suffisamment important, 20% disent que la police n'est capable de rien faire, et 17% la police ne veut rien faire. Parmi ceux qui ont essayé d'enregistrer la plainte, 17% des victimes rapportent que la police a demandé de l'argent pour enregistrer la plainte, et un certain nombre rapportent que les plaintes ne sont pas enregistrées. Donc ceci coïncide avec les résultats de nos visites pièges, puisque dans notre première visite, nous constatons que seuls 40% des fausses plaintes que nous essayons d'enregistrer sont effectivement enregistrées. Donc il y a un gros problème d'enregistrement des victimes.
Les victimes ne sont pas contentes quand elles ont de fait porté plainte qu'il y a une investigation. 46% des gens sont insatisfaits et la moitié sont un petit peu satisfaits ou très satisfaits. Les raisons de satisfaction sont plutôt l'inaction que la demande de pot de vin. La plupart des gens ne rencontrent jamais la police, donc on n'a pas spécialement d'idée spécifique de la police. 82% disent qu'ils n'ont jamais vu un policier dans leur quartier, donc ça c'est lié justement à ce dont on parlait sur les transferts. 56% des citoyens pensent que la police ne travaille pas beaucoup, ce qui contraste avec ce que pense la police. Mais la plupart, contrairement à ce qu'on pensait pour démarrer, pensent que la police est courtoise et serviable. Alors, mise en œuvre des interventions. Alors, quelles sont les sources de données? D'abord, les contrôles aléatoires par les enquêteurs et ensuite les données administratives de la police. Première intervention, le jour de repos. Alors, au départ, donc, la courbe bleue vous donne la fraction des policiers interviewés qui ont eu droit à un jour de repos la semaine dernière. Et donc, on voit que ça n'a jamais été 100%. Mais ça, donc au départ, c'était 50%, mais ça s'est diminué pour finalement devenir similaire à ce qui se passait dans les endroits où l'intervention n'était pas mise en place. Donc, le jour de repos n'a pas vraiment été respecté par les commissaires. Et ça, c'est lié en particulier à l'agitation violente dont parlait Nina. Après cette agitation violente, ça leur a donné une excuse pour arrêter le jour de congé hebdomadaire et puis ils n'ont jamais vraiment recommencé. Donc une leçon là, c'est que pour les commissaires de police qui eux-mêmes n'avaient pas droit au congé hebdomadaire, il n'y avait pas vraiment de raison de mettre en œuvre cette réforme qui les fatiguait dans leur planning. Et donc, comme il n'y avait pas vraiment de raison de le faire, que les policiers ne sont pas vraiment en mesure de protester, au bout d'un moment, ils ont simplement arrêté. Pour les mutations, la question c'est est-ce que le pourcentage de personnel muté durant les 10 derniers mois, dans le groupe témoin, donc, ça dépend des groupes, les gens qui sont le plus mutés, donc c'est les inspecteurs, les sub-inspecteurs, les policiers de base sont mutés moins souvent. On voit que dans les groupes où les mutations étaient soi-disant gelées, il y a de fait moins de mutations que dans le groupe témoin, bien qu'il y en ait quand même. On n'a pas du tout réussi à arriver à 0 mutation. Donc une réduction significative des mutations est possible, mais un arrêt complet reste un défi, probablement difficile à relever. Pour l'observateur local, le programme n'a jamais été quotidien comme il aurait dû l'être, mais d'après les documents officiels, il est resté en vigueur à peu près tout le temps. Donc, on voit la quantité d'observateurs communautaires, donc à peu près 16 à 17 jours par mois. Mais on a un certain nombre de doutes sur la qualité de ces données, parce qu'il y a beaucoup de signatures de la même personne, et il y a beaucoup de registres qui sont remplis par les commissaires eux-mêmes. Donc il y a probablement beaucoup d'observateurs de la communauté qui ont été inventés après coup. Les formations ont eu lieu sans difficulté. Tout le monde a été formé qui devait être formé. Certains policiers sélectionnés pour les formations ne se souviennent plus y avoir participé. Donc il est possible qu'il y ait eu quelques échanges, ou il est possible que ça ne les ait pas marqués. Mais néanmoins, c'est vraiment l'intervention qui s'est faite sans aucune douleur. On va revenir peut-être à pourquoi en conclusion. Alors maintenant, pour l'impact de ces interventions, je vais vous commencer par un résumé de leur effet, puis après on va passer un peu plus en détail. La réduction des mutations a eu un effet tout à fait positif. Elle augmente la satisfaction des victimes de 30% et elle diminue la peur de la police de 19%. Elle réduit aussi le sentiment d'injustice du personnel. Donc bien qu'on n'ait pas du tout réussi à arriver à pas de mutation pendant un an, ça a eu déjà les réductions auxquelles on est parvenu ont permis d'améliorer la performance de la police. Les formations sont également tout à fait positives. Former tout le personnel d'une station augmente la satisfaction des victimes de 31%, donc à peu près autant que le gel des mutations, et augmente le niveau elle diminue la peur de la police de 16%, et elle augmente le niveau des investigations scientifiques de 1,3 points en qualité sur 1,3, c'est entre 1 et 5, la moyenne étant 2, donc on passe à 3,3, donc c'est une amélioration significative.
Le repos hebdomadaire améliore un petit peu la satisfaction du personnel de police et n'a pas d'autres conséquences. Et les visites pièges augmentent la possibilité d'enregistrement des plaintes, comme je vais vous montrer dans une seconde. Alors pour commencer sur la satisfaction des victimes, donc, ces petites barres nous donnent l'effet, la différence entre, par exemple, les stations où il n'y a pas de gel d'émutation versus rien du tout. Et les petites moustaches nous donnent, si les petites moustaches sont au-dessus de 0, ça veut dire que cet effet est significativement positif. Donc on voit que le gel des transferts et les formations ont eu un effet significatif d'à peu près 30% sur la satisfaction des victimes. Les autres interventions n'ont pas eu d'effet, peut-être même un petit effet négatif. Donc les victimes sont plus satisfaites dans ces stations. Alors, si vous vous souvenez, certaines stations de police ont eu plus de personnel formé que d'autres, et on voit qu'en fait, l'augmentation de la satisfaction est à peu près proportionnelle au personnel formé. Donc il n'y a ni l'effet contagion, ni l'effet dépression. De manière générale, c'est proportionnel. Alors, d'où vient cette augmentation de la satisfaction? Il y a deux sources d'impact. D'une part, les policiers formés sont plus actifs, donc ils ont plus de chances d'arrêter quelqu'un, ils ont plus de chances d'interroger des témoins, ils ont plus de chances de récolter des preuves. Comme on l'a vu, dans l'étude des dossiers que nous avons fait indépendamment montre qu'ils utilisent mieux le matériel à leur disposition, donc ils font un meilleur usage de l'investigation scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces deux caractéristiques, ça représente à peu près un quart de l'explication de la satisfaction des victimes. Et le reste n'est pas expliqué par ces facteurs observés, donc s'explique par une amélioration générale de l'attitude des policiers, donc probablement cet effet des soft skills, ou simplement ils ont appris à se comporter mieux avec les victimes. La peur de la police, qui est une question plus générale et qui est posée à tout le monde, même ceux qui n'ont pas été victimes de crimes, a des conclusions tout à fait similaires. Si on prend par exemple cette question, les citoyens honnêtes n'ont pas peur de la police, on voit que l'intervention le gel des mutations augmente la probabilité que quelqu'un dise que les citoyens honnêtes n'ont pas à craindre la police. Donc les répondants eux-mêmes, ces barres-là, ont 16% de moins de chances d'avoir peur de la police dans les stations où les policiers ont été formés et 19% dans les stations où les mutations ont été jouées. Donc des résultats comparables. Une autre intervention qui a été efficace, c'est l'intervention les visites pièges, qui étaient au départ conçues pas comme une intervention en elle-même, mais comme un moyen de collecter des données, mais qui en fait se sont transformées en une intervention, puisque quand vous allez dans une station de police, que vous essayez d'enregistrer une plainte et qu'à la fin vous dites « En fait, non, j'essayais juste de voir ce que vous faites », vous mettez un petit peu de pression sur les policiers. Et le fait de faire ça augmente la probabilité que la prochaine fois, quelqu'un d'autre, évidemment c'est pas vous, mais quelqu'un d'autre, voit aussi sa plainte enregistrée. Par contre, aucune autre intervention n'a d'effet sur la fraction de plaintes qui sont enregistrées. Ce qui montre que c'est quelque chose qui est difficile à bouger. Même la formation, qui en principe les encourage à enregistrer les plaintes et qui leur donne les moyens de résoudre ces cas, ne change pas la fraction des plaintes enregistrées. C'est que le bâton et la peur d'être pris qui a un effet là-dessus. Sur la satisfaction du personnel, trois points. D'abord, le repos hebdomadaire et la rotation des services ont un petit impact. L'impact est significatif statistiquement, mais faible quantitativement. La raison pour laquelle l'effet est faible est sans doute parce que le repos hebdomadaire n'a pas été mis en place de manière continue.
Deuxième point intéressant, les formations et le gel des mutations, qui sont les deux interventions qui augmentent la satisfaction du public, réduisent la probabilité que les policiers se plaignent du manque de collaboration de la population. Donc ça, c'est bon signe, puisqu'on a deux sources de données qu'on peut croiser. D'une part, la police se dit, les individus que nous interrogeons se disent plus satisfaits de la police, et d'autre part, les policiers se disent avoir moins de problèmes avec la police. Troisième point, il y a bien un effet d'observation, parce que les policiers qui sont observés, qu'ils soient dans une station contrôle ou traitement, n'importe quel traitement, se disent tous plus satisfaits. Donc soit c'est parce qu'ils sont très contents qu'on s'intéresse sans fin à leur sort, soit c'est parce qu'ils se disent qu'on les regarde et donc il vaut mieux qu'ils ne se plaignent pas trop. Je vais terminer sur nos recommandations à l'issue de ces résultats, et Nina va prendre 2 minutes par la suite pour dire quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qui a déjà été fait en Inde. Alors, nos recommandations, la première, c'est de faire une enquête sur la criminalité. Il semble qu'il y ait tellement de plaintes qui ne soient pas enregistrées qu'il n'y a aucun moyen de savoir l'état des choses, il n'y a aucun moyen de savoir l'état des lieux sans avoir une vraie enquête sur la criminalité. Deuxième recommandation, c'est la réduction des mutations, puisqu'il y a un effet bénéfique démontré. Troisième recommandation, c'est la généralisation de formation. Les autres interventions, on n'a pas vraiment de recommandation de les généraliser. Les visites pièges encouragent l'enregistrement des plaintes, mais on ne voit pas très bien comment généraliser ce système comme une pratique régulière. Le repos hebdomadaire et les observateurs locaux ont un impact extrêmement limité parce qu'ils n'ont pas été vraiment mis en place. Donc il faudrait retourner à l'ouvrage pour réfléchir mieux comment mettre en place ce type d'intervention avant de les généraliser. Je vais repasser le flambeau à Nina, juste pour les dernières étapes sur ces recommandations, justement. Eh bien, merci Esther. En tant que praticien, nous étions au sein du projet et nous essayions d'identifier des faits qui nous permettaient de dire que les interventions que nous allions sélectionner allaient nous permettre d'obtenir des données tangibles. Et ce que nous souhaitions, c'est voir si ces interventions nous permettraient d'améliorer les performances des forces de police, comme Esther vous l'a déjà expliqué, et elle vous a expliqué les conditions de travail de nos personnels dans les postes de police. Et comment est-ce que cela pourrait également avoir un impact sur la perception du public? À part cela, les membres du comité espérions que par le partage d'informations, les policiers retourneraient dans leur poste de police et discuteraient de tout cela avec leurs amis, avec les membres de leur famille, de façon à ce que petit à petit, tout le monde finisse par connaître les aspects positifs et négatifs du travail de police, parce que pour l'instant, nous n'avons pas réussi à avoir un impact sur la perception des forces de police au sein de la population. Pour l'instant, cet impact est encore largement négatif. Comme Esther l'a dit, c'était un projet très ambitieux. Esther vous a également expliqué que certaines des informations que nous avons mises en œuvre ont été couronnées de succès, d'autres non, à cause de différents facteurs que nous avons identifiés. Mais une fois le projet terminé, le 21 janvier, nous avons organisé une conférence nationale à Jaipur pour partager ce que nous avions appris de cette étude. Nous avons rassemblé différentes personnalités politiques, des universitaires, des officiers de police, des politiques en charge de la planification de nos politiques, des représentants de la société civile et différents représentants venant de tout le pays. Et tous les participants ont eu un certain intérêt dans ce projet. Ils continuent encore à nous écrire et à nous envoyer des mails pour en discuter. Les résultats positifs ont pu être intégrés dans des politiques, dans des plans politiques. Pour ce qui est de la formation, le projet a été très positif. Nous avons donc mis en place des formations, surtout sur les soft skills, car nous sommes les premiers dans le pays à avoir introduit ces formations sur ce qu'on appelle les compétences humaines.
pour les forces de police et ça a été repris par 7 autres États. Et dans notre État, le bureau de recherche pour la recherche et le développement des forces de police et qui travaille dans le cadre sous l'autorité du ministère de l'Intérieur en Inde, nous a accordé un budget supplémentaire de façon à ce que nous puissions faire profiter plus de personnel de cette formation. Donc maintenant, nous passons à 10 000 policiers supplémentaires qui seront formés et c'est la première fois que ça se produit dans le pays. Nous envisageons également d'intégrer un module sur la formation aux soft skills dans la formation de base des personnels de police dans notre État. Deuxièmement, l'enquête indépendante sur la criminalité, c'est la première fois qu'on en mène une dans notre pays. Et à la fin de ce projet, Daniel a écrit un article qui a été publié dans l'Express, dans le Indian Express, un grand journal dans notre pays. Et toutes les autorités de police à l'échelle nationale l'ont remarqué et ont décidé de lancer cette enquête indépendante sur la criminalité. Donc nous sommes actuellement en train de travailler sur les modalités de mise en œuvre de cette enquête, mais très bientôt nous aurons cette enquête indépendante au niveau du pays. Et là encore, c'est une initiative. Cette initiative est une première. C'est la première fois que ça se fera dans notre pays. Autre intervention qui a bien réussi, c'est donc l'arrêt des mutations. La Cour suprême indienne, qui est donc l'autorité éthique et judiciaire du pays, a donné des instructions au gouvernement en l'enjoignant de faire en sorte que les personnels de police puissent au moins rester 2 ans dans le même poste. Cela a été très motivant pour les officiers de police et nous espérons que très bientôt, ceci se traduira par une véritable politique formulée au niveau de l'État et à l'échelon nécessaire de l'État. Donc voici pour les interventions qui ont réussi. Par ailleurs, au niveau de l'État, nous envisageons de déployer tout cela parce que pour l'instant, nous avons travaillé sur 150 postes de police. Nous en avons plus de 700. Donc nous allons travailler au déploiement de ces interventions donc dans les 741 postes de police dans l'État du Rajasthan. Je vous ai parlé de la validité externe. Vous savez que de nombreux États nous demandent de partager avec eux les résultats de notre étude et sont très curieux de découvrir ce que nous avons fait. Les États de Maharashtra et d'autres États nous les ont demandé. Même le gouvernement indien, par l'intermédiaire du Bureau de recherche et développement de la police, nous a demandé les résultats de notre étude avant de mettre au point cette enquête indépendante sur la criminalité. Donc, nous sommes confiants. Nous avons déjà obtenu des résultats concrets. Mais maintenant, il y a tant d'autres domaines dans le cadre de la réforme de la police, qui pourraient bénéficier de projets tels que celui-ci. Donc, nous sommes en train d'étudier quels sont les points qui pourraient en bénéficier, de telle sorte que nous puissions véritablement, avec des données concrètes, aider les politiques à développer ces politiques. Parce que M. Rahul Gandhi nous a dit qu'il n'était absolument pas conscient de la situation. Mais là, et dans la conférence que nous avons tenue le 21 janvier, tant de participants ont été très étonnés de découvrir les résultats de notre projet. Donc, ça a permis à ces gens d'ouvrir les yeux, à ces gens qui sont évidemment des décisionnaires au niveau politique, et même pour les leaders dans les plus hauts postes de responsabilité, et même pour nous, car cela nous permet de faire quelque chose pour traiter de ces problèmes qui existent au sein de la police depuis des temps immémoriaux. Je vous remercie pour votre attention.